Des dieux pris à tomber, des liens qu'il faut réinventer et une prophétie à affronter. C'est Zoltan qui nous accompagne aujourd'hui dans C'est quoi ton jeu pour y aborder ses souvenirs et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 102e épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast où on prend le temps de revenir sur les jeux qui ont marqué une vie à travers les souvenirs et les moments forts de mes invités. Moi c'est Joël, si vous découvrez cette émission aujourd'hui, le principe est simple, on prend un jeu, on prend une personne et on remonte le fil de ses souvenirs pour comprendre pourquoi ce jeu, précisément, lui a laissé une trace. D'ailleurs, si vous appréciez le format, n'hésitez pas à soutenir le podcast, un commentaire, un partage, un like sur votre plateforme d'écoute ou même sur YouTube. Ça peut paraître simple, mais ça aide énormément à faire découvrir l'émission à d'autres personnes et ça donne un petit coup de pouce à ce podcast. On est le 9 juin aujourd'hui et on va parler d'un jeu qui ne fait pas les choses à moitié, un jeu qui parle de fin du monde, mais surtout de ce qu'on fait juste avant, de ce qu'on transmet, de ce qu'on laisse derrière soi et de la manière dont on avance malgré tout. Un jeu qui mêle spectacle, émotion, combat mythologique et relations intimes. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir de recevoir Zoltan, créateur de contenu gaming, qui va nous raconter ses souvenirs autour de cette aventure incroyable et ce qu'elle lui a laissé une fois la manette posée. Alors, bienvenue à toi Zoltan, comment vas-tu ? Merci, ça va et toi ? Ah bah écoute, impeccable, ça fait super plaisir de te voir. C'est un grand plaisir d'être là. J'ai apprécié la proposition. Ouais, et puis ça me permet encore de parler d'un nouveau jeu qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast. Mine de rien, 102 émissions, plus d'une centaine de jeux différents. Il y en a tellement qu'on pourrait faire des dizaines et des dizaines d'autres émissions, donc c'est super chouette. En plus, des invités toujours agréables, donc c'est vraiment génial. Bah, c'est vrai que à la base, moi, je voulais te parler un petit peu de World of Warcraft, qui est le jeu de ma vie. Ouais, oui, mais on fera ça une autre fois. Et puis là, on va aborder God of War parce que c'est un jeu qui m'a servi de thérapie et qui est exceptionnel. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a énormément forcément de gens qui me citent World of Warcraft, donc il y a un petit truc qui va arriver à la saison prochaine. Je ne vous dis pas quand, mais voilà, dans la saison 6, il y aura du WoW. Mais aujourd'hui, c'est ta première fois dans ce podcast et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment le jeu vidéo ou jeu de société, peu importe, mais comment c'est arrivé dans ta vie, comment as-tu découvert ça ? Le jeu vidéo, c'est une relation assez spéciale que j'ai avec parce que c'est vrai que quand on était petit, tu sais, moi je suis né en 92, dans les années 90, Ouais. on avait tendance à sortir, faire un foot avec les potes le mercredi, le week-end et tout, ce que je faisais. Ouais. Mais moi j'étais très écran. J'aimais déjà énormément les écrans. Ça a commencé avec la Nintendo 64. Ouais. La Game Boy Color et toutes ces consoles-là. Et c'est ma grand-mère, en fait, qui m'a mis sur les jeux vidéo parce que... Alors, c'est très marrant dit comme ça, mais mon père était contre ça, à la base. Éducation très stricte, etc. Et ma grand-mère, en fait, avait dit non, il faut un peu de gentillesse, il faut le laisser découvrir et tout. Et c'est grâce à elle que j'ai eu la première Nintendo 64. Et pour l'anecdote, c'est elle qui m'a payé l'abonnement à World of Warcraft en 2006, quand j'étais tout jeune, au début, quand j'avais 14 ans. Ouais. Parce que mon père ne voulait pas payer un jeu avec abonnement. Et ouais, c'est un peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui au niveau du lancement de cette carrière et je la remercie pour ça. Ouais, 14 ans en 2006, oui, forcément, si c'était de 92, le compte est bon. Les comptes sont bons, Kevin, il n'y a pas de problème. Bah ouais, j'ai 34 ans aujourd'hui, donc ça va. Et tu vois, j'avais pile poil 10 de plus que toi. Ah bah. 82, donc forcément, mais moi j'ai un peu le même parcours. Génération d'avant. Ouais, c'est ça, génération d'avant, donc connu la NES, la Super NES et puis tout ce qui a suivi, évidemment. T'as eu des jeux de prédilection quand même dans ton enfance, ceux qui t'ont marqué ? J'imagine la 64, peut-être Mario, Zelda, Ocarina of Time. Ouais, Mario évidemment, Zelda aussi, Pokémon Stadium aussi, toutes ces choses-là. Il y avait l'adaptateur Nintendo 64 sur la manette qui permettait de jouer aux versions cristal, aux versions bleues et tout sur l'écran de télé. C'était révolutionnaire, tu sais. Ouais. Il y avait le fait de pas être sur la Game Boy et de se dire je peux jouer à Pokémon sur grand écran. Enfin, c'était des écrans cathodiques à l'époque, les grosses télés, tu vois. Donc avant qu'on passe à l'écran plat ou plasma. J'ai des très bons souvenirs là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a eu la période PC. En fait, il y a eu la période console dans un premier temps avec justement tout ce qui était Nintendo. Et la GameCube aussi m'a beaucoup marqué, la PlayStation 2 aussi. C'était surtout la GameCube. Ouais. Je pense que ma console préférée ever, c'est la GameCube, vraiment. Elle m'a profondément marqué, cette console. Ouais. Et après, il y a eu le changement, il y a eu l'arrivée de tout ce qui était réseau, donc le PC, avec tout ce qui était Warcraft 2, Warcraft 3, Reign of Chaos, Frozen Throne. Ouais. Et c'est vrai que World of Warcraft, ça a été un réseau social à lui seul, même avant Facebook, etc. Quoi.
Le fait de se connecter, de retrouver des gens, de parler, d'être sur des forums, d'avoir des TeamSpeak 2 à l'ancienne, etc. Claire. Ça a créé un lien, je pense, que aucun autre jeu dans l'histoire n'a créé. Vraiment. Quelque part, même si le jeu a beaucoup changé, il a une longévité qui est quand même incroyable. On est en 2026, le jeu est toujours présent. Il va avoir 22 ans à la fin de l'année. Parce que toi, tu joues à WoW, tu m'avais dit aussi. Hein. C'est ça, pareil, depuis 2006. Ouais, voilà, ouais. On est dedans et là-dessus, je ne peux que partager ton avis sur ce jeu. Mais comme je disais, on aura l'occasion d'en reparler l'an prochain. Donc ça va être génial. Bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse saga de jeux qui est God of War. Et on va peut-être un peu plus se centrer sur God of War 2018 et Ragnarok, qui sont sortis respectivement en 2018 et 2022. Ah, c'est les plus récents, ouais, c'est les plus récents. C'est ça. Dans un premier temps, je te laisse nous présenter un petit peu le jeu, enfin les jeux, et ensuite on enchaînera sur les questions, sur ton histoire autour de ce jeu. Pourquoi, justement, quelle est ton histoire personnelle autour de ce jeu et tout ça. Ouais, God of War, en fait, faut savoir que c'est une licence qui déjà est sortie en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu God of War 1, le tout premier du nom à l'époque, qui a été fait par Santa Monica Studio sur PlayStation 2, puis qui ensuite a été adapté sur PlayStation 3, avec en 2007-2008 tout ce qui était God of War 2, Chain of Olympus, Betrayal, God of War 3 entre 2010 et 2013 avec Ghost of Sparta et Ascension. C'est ça. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, en fait, on n'avait plus de nouvelles de la licence. Et c'est une licence, en fait, qui, même si God of War 3 est un chef-d'œuvre absolu pour moi, en fait, le jeu a perdu un peu de sa superbe au fur et à mesure du temps. C'est pas un jeu qu'on a oublié, mais on se demandait ce que Santa Monica allait faire. Et en 2018, ils sortent justement ce fameux God of War qui est complètement revamp de A à Z. C'est pas le même jeu, hein, clairement, par rapport à ceux d'avant. C'est un jeu qui est fait en plan séquence, du début à la fin. C'est un jeu avec une narration exceptionnelle, une musique exceptionnelle, une immersion incroyable. Ouais. Et ce jeu m'a mis une claque vraiment énorme. Et la continuité derrière pour terminer cet arc narratif sur la partie scandinave et nordique avec God of War Ragnarok, elle m'a bouleversé en fait. Vraiment, c'est une histoire qui m'a bouleversé parce que l'évolution de la relation entre un père et son fils est profondément bien retranscrite dedans. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ouais. Et pour te dire, God of War, c'est un jeu. Donc le God of War de 2018, il faut savoir que je me le fais une fois par an, que ce soit en live ou même juste pour moi. Je me le refais juste une fois par an. Tu sais, c'est comme re-regarder une série Game of Thrones dans l'année, quoi. Tu vois, je passe 40 heures devant mon écran où j'ai l'impression de jouer à une série Netflix ou Prime Video pendant 40 heures, quoi. Tu vois. Et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis God of War Ragnarok, c'est un jeu que j'ai moins refait parce que le jeu est extraordinaire, mais m'a moins touché que le premier. Parce que le premier, ça a été vraiment une révolution. Je pense que le God of War de 2018 a énormément révolutionné la façon de prendre en main un jeu solo, le côté RPG. Un peu comme Skyrim en 2011. Il y a eu un avant et un après, je pense, à ce niveau-là. Après, on pourrait aussi citer tout ce qui est évidemment The Witcher 3, Cyberpunk et tout. Oui. Mais j'ai beaucoup plus d'affect en fait avec God of War et cette itération-là, qui est vraiment extraordinaire pour moi. C'est vrai que les premiers jeux étaient assez, comment on peut dire ça, étaient assez brutal presque, où Kratos était un personnage presque un peu monolithique. Il est sanglant. Hein. Il est très sanglant, très spartiate et tout. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que la version 2018, où du coup, comme tu l'as dit, avec ses plans séquences, cette caméra rapprochée, l'immersion qui est beaucoup plus importante, change un petit peu le ton. Et peut-être même, du coup, le point de vue qu'on a sur le personnage de Kratos. T'en penses quoi, toi ? En fait, on a un Kratos dans le God of War de 2018 qui, au début, il est toujours très, très rustre. Il est très verrouillé dans sa façon de voir les choses. Il est assez binaire et il est très dur. Bien sûr, oui. En fait, l'histoire, je vais vous raconter un petit peu le début de l'histoire. L'histoire, elle démarre très simplement avec un plan. On le voit en fait couper un arbre et en fait, on se rend compte que cet arbre, c'est pour faire le feu, pour brûler en fait pour incinérer en fait le corps de la mère du petit, quoi. Donc de son fils qui vient de décéder. Donc Faye, elle vient de mourir. Et la mission, c'est d'emmener ses cendres en fait en haut d'une montagne. Alors je vais pas spoil le jeu pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais vous vous doutez bien que toute cette aventure-là, en fait, elle montre une évolution entre un père qui est dur et un fils qui a perdu sa mère et qui n'a plus de point de repère et qui ne comprend pas pourquoi son père, limite, le repousse comme ça et est si dur avec lui. Et en fait, cette aventure, elle sert de formation relationnelle entre les deux. Et au fur et à mesure du temps, on a un Kratos qui s'adoucit, qui devient beaucoup plus humain et qui n'est plus vraiment que le dieu de la guerre. Et on a un Atreus, son fils, qui devient beaucoup plus doux avec son père, qui l'aime plus, qui comprend ce qui lui est inculqué. Et c'est une aventure extraordinaire parce que ça pourrait être une relation
d'évolution entre n'importe quel père et son fils aujourd'hui, même dans le monde actuel. Il y a vraiment c'est vraiment une leçon, en fait, ce jeu, à ce niveau-là. Et je le trouve exceptionnel pour ça. Et c'est vrai qu'on est attaché au personnage de Kratos depuis, comme tu l'as dit, depuis le début de la licence. Bien sûr. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour acter le fait que Kratos gagne en humanité dans ces 2 derniers épisodes. Tout à fait. En fait, plutôt pour toi, Kratos change vraiment ou est-ce qu'il lutte plutôt contre ce qu'il est, quoi? Est-ce qu'il change vraiment ou est-ce que voilà, il lutte contre ce qu'il est, Ben, contre sa vraie nature? en fait, au début, il lutte contre ce qu'il est parce qu'il a toujours ses souvenirs en lui qui le hantent et qu'il cache à son fils. Parce que, toi qui as fait God of War de 2018, je pense qu'on peut en parler sans trop spoiler. Oui. Vous doutez bien qu'au début, il cache en fait sa nature de Dieu à son fils. Son fils ne le sait pas, en Oui. fait. Donc forcément qu'il lutte contre ce qu'il est parce qu'il n'est pas naturel. Il joue un rôle, il peut pas être lui-même, en fait. Oui. Et il faut un drame dans le jeu, donc ça, je ne vous spoil pas, pour que Kratos prenne conscience Ouais. que ça sert à rien de le cacher et qu'il va falloir révéler les choses au bout d'un moment. C'est ça. Et on a ce fameux twist d'ailleurs à ce moment-là avec les lames du chaos. Enfin, tu te rappelles très bien de ce qui se passe. Mais On carrément. n'en dira pas plus, mais c'est extraordinaire. Et il y a vraiment un but à ce jeu. Moi, c'est un jeu qui m'a... Tu sais, des fois, quand on va au cinéma et quand on regarde un film, Ouais. on a une expérience cinématographique qui nous bouleverse un peu. Oui. Tu vois. Moi, j'ai ressenti ça avec Interstellar, par Ah, exemple. oui. Je me suis posé énormément de questions après le film. J'étais vraiment, vraiment stun après le film. Ouais, je comprends. Et là, en fait, God of War, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand le jeu s'est arrêté, quand j'ai terminé et que j'ai posé la manette, je me suis dit, mais à quoi je viens de jouer, en fait, là? Ouais, c'est ça. Et tu vois, juste après le jeu, c'est marrant parce que j'ai appelé mon père, en fait, et je lui ai dit, en fait, que je l'aimais et tout. Ouais. C'est con, dit comme ça. Ça fait peut-être fragile ou sensible, j'en sais rien, mais j'ai appelé mon père et je lui ai dit que je l'aimais et qu'il était important pour moi et tout, parce que c'est un jeu qui te fait vraiment prendre conscience de ça. C'est pour ça que je dis qu'il sert de thérapie, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là qui est assez impressionnant, quoi. Et c'est ça aussi le retournement de situation. Et ils ont un peu, pas réinventé le jeu, mais ils ont apporté une nouvelle dimension à un périple, plutôt que de faire une énième suite à la trilogie grecque ou peu importe de God of War. On continue d'exploiter l'univers, mais en y apportant un peu plus de maturité, un peu plus d'histoire, et surtout avec l'arrivée du personnage d'Atreus, qui va permettre aux deux d'évoluer tout au long de l'aventure. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils auraient pu faire un jeu de type... ils auraient pu continuer de faire de l'argent sur la licence, comme un Call of Duty, tu vois, avec Activision. Ils auraient pu dire, oh, c'est quoi l'après Zeus? Est-ce qu'on refait l'Olympe, machin, avec Kratos, etc. Mais non, en fait, on arrive vraiment peut-être 15-20 ans après le God of War 3. Enfin, je ne sais pas si la temporalité est bonne, mais on se comprend. Et enfin, j'ai pas fait attention à ça. Et on arrive vraiment, en fait, on exploite une autre mythologie. C'est-à-dire, on a exploité la mythologie grecque. Là, on est dans la mythologie qui, moi, me plaît le plus et me parle le plus. Donc, la mythologie scandinave nordique, avec tout ce qui est le Valhalla, Odin, Thor, etc. Freya. D'ailleurs, l'un de mes chats s'appelle Freya, pour l'anecdote. Donc voilà. Et puis, ouais, on exploite, en fait, cette chose-là. Et c'est impressionnant parce que c'est vraiment bien retranscrit. On ressent dans le jeu vraiment l'univers scandinave, nordique, viking, avec Jotunheim, Alfheim, Muspelheim, etc. Tous les royaumes, en fait. Ouais. Et je trouve ça excellent. La représentation du Bifrost, du pont arc-en-ciel, est vraiment très bien pensée. Le fait de se balader entre les mondes avec l'espèce de rayon de lumière, comme dans les Marvel, en fait, tu sais, qu'on voit dans le jeu, est vraiment excellent. La relation avec Freya, elle est excellente. La relation avec les nains est excellente. Et pour la petite anecdote, peut-être que ça te donnera envie, les fameux nains, donc Sindri et Brok, qui nous accompagnent pendant God of War 1, on va sur leur terre et on voit leur famille dans God of War Ragnarok. Tu vois, excellent. Donc ça pousse le vice encore plus loin. On a envie, en fait, d'être leur pote et de connaître vraiment toute l'histoire. Et quand un jeu te met en immersion comme ça, t'as envie de faire chaque recoin, chaque grotte, chaque endroit. C'est génial, vraiment, c'est génial. Je note. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air vraiment superbe. Et quand je dis superbe, c'est plutôt côté narration, parce que le jeu, il est forcément, il est vraiment super beau, il est léché comme pas possible. La DA, elle est incroyable. Ah ouais, j'adore, moi. Le gameplay est fou. Hein. Les combos entre les armes et tout, tu peux faire des trucs. c'est incroyable. On l'a un peu évoqué. Le jeu met quand même beaucoup l'accent sur la notion prophétique. Est-ce que tu as eu un petit peu, toi, en jouant, le sentiment que tout était écrit? Ou est-ce que justement, tu as réussi à être surpris sur les virages qu'a pu prendre l'histoire? C'est marrant ce que tu dis parce que, en fait, l'histoire d'Atreus est une prophétie, comme on le voit. Mais l'histoire de Kratos, c'est plus une sorte de destin, mais qui peut changer au fur et à mesure de nos décisions. Et ça, on le remarque dans God of War Ragnarok. Dans God of War Ragnarok, notamment avec Odin, il y a une prophétie.
Et cette prophétie, elle est faite pour être contrée et elle est faite pour être modifiée. Oui. Un peu comme la prophétie avec Harry Potter, etc., par rapport à Voldemort, tu vois. C'est ça, ouais. Donc c'est hyper intéressant parce que il y a des surprises dans le jeu. Il y a des moments où tu lâches la manette et t'es en mode c'est pas possible, tu comprends pas. Ouais. Et après tu te dis ah mais en fait c'était écrit comme ça. Et puis ce qui est marrant c'est que la prophétie elle est prophétisée entre guillemets à la fin de l'aventure, Ouais. tu vois. Ouais. Donc t'as forcément ce côté surprise pendant l'aventure. Et je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Ils t'ont amené un écrit sur des tablettes. Bah, tu te souviens du moment, on va pas spoil, Ouais, ouais, mais ouais. ils t'ont amené un écrit ou sur des tablettes ou un mur, entre guillemets, à la fin de l'aventure, avant la suite de Ragnarok, pour dire clairement il y a une suite, un peu comme un Marvel. Ça, c'est une belle ouverture. Et c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve God of War 2018 profondément bien écrit. Je pense que c'est le jeu vraiment le mieux écrit auquel j'ai joué. Alors, comme je disais tout à l'heure, évidemment, il y a du The Witcher 3, etc. Mais c'est différent, c'est un monde différent, c'est un univers qui est peut-être plus vaste. Oui. C'est un peu comme Warcraft en termes de lore, de profondeur. Oui. Mais le God of War et God of War Ragnarok, ils ont. Enfin, on peut rappeler un peu le pédigré quand même de God of War qui ramasse absolument tous les prix Oui. au moment du GOTY. C'est vrai. Ça ramasse Game of the Year, meilleure narration, meilleure musique, meilleur gameplay, tout. Et pour l'anecdote, en 2022, moi, j'ai un petit peu ce pincement Ouais. à la gorge. Il faut savoir que quand même, God of War Ragnarok ramasse absolument tout, c'est-à-dire narration, gameplay, musique, immersion, tout. Mais ils donnent le GOTY à Elden Ring. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils ont donné le GOTY à Elden Ring parce que God of War Ragnarok, qui était la suite de 2018, a déjà eu son GOTY en 2018, tu vois. Ouais. Mais il méritait un back-to-back GOTY sans problème, en fait. Et c'est dommage. Donc, bon, là, on parle juste de prix et de récompense, mais le jeu a quand même eu ses lettres de noblesse. Oui, voilà, failli. Et je suis extrêmement curieux. Je sais pas ce que t'en penses parce que là, on a eu la conclusion de l'arc narratif nordique avec Ragnarok. Ouais, bah, Est-ce qu'on va avoir un jeu avec Kratos en Égypte, quoi? ah bah, écoute, Tu vois, sur la mythologie égyptienne, ça serait fou quand moi, même. franchement, tu lis mes questions parce que c'est typiquement un petit peu ce que je voulais te poser comme question. Alors, C'est vrai? Génial. pareil, sans vraiment spoiler, tu vois. Mais Ouais. est-ce que tu penses que, quand tu repenses à God of War Ragnarok, est-ce que tu vois plutôt une fin ou un nouveau départ? Et si oui, vers quoi? Ben bon, voilà, tu viens de me donner la réponse. Alors moi, je vois une continuité en fait sur l'évolution d'Atreus. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Kratos étant ce qu'il est, Oui. il faut le garder, c'est obligé. Et puis je précise que il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, Santa Monica Studio a drop quand même une information assez folle. Ils ont sorti un DLC gratuit sur God of War Ragnarok qui s'appelle God of War Ouais. Valhalla, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour l'anecdote, c'est un DLC que j'ai pas fait complètement. J'ai pas eu le temps en fait d'y aller et il faut absolument que je le fasse. Et on apprend pas mal de choses et il y a visiblement des indices visuels où on voit des choses qui sont égyptiennes en fait. Alors est-ce que c'est un tease pour l'avenir ou est-ce que c'est un clin d'œil comme ça pour faire mariner les joueurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a possibilité d'autres choses, vraiment. De toute façon, on voit que le jeu parle quand même vraiment de la transmission. Donc, tu sens quand même qu'il y a quand même tout ça Oui. qui accompagne Kratos. Il y a un héritage Voilà, en fait. vers C'est ça. Atreus, et donc potentiellement que l'avenir va plus tourner autour d'Atreus. Et donc du coup, c'est en ce sens que moi je vois peut-être que j'imagine un nouveau départ fait pour la continuité de la licence, surtout s'il continue dans cette lignée-là de narration et d'immersion dans les jeux futurs. Ouais, alors je pense qu'un jeu centré sur Atreus, c'est possible. Mais pour moi, tu veux pas jouer à God of War sans jouer Kratos, en fait. Ouais, ouais. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Faire un énorme arc sur Atreus ou une suite qui le concerne, mais qui reconcerne directement derrière notre Kratos national, il faut que ce soit comme ça, je pense. On peut pas faire un jeu uniquement sur Atreus, si tu veux. Non, 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 je suis assez d'accord parce qu'aujourd'hui, bah, la licence est profondément ancrée autour du personnage de Kratos. Mais peut-être que justement, tu vois, avec ces 2 épisodes-là et l'arrivée du personnage d'Atreus, et peut-être qu'après il y en aura d'autres, c'est aussi le moyen d'étoffer leur univers et de ne pas se reposer que sur Kratos et peut-être se faire des nouveaux personnages. Un petit peu, tu vois, à l'image de, bah, on parlait de World of Warcraft tout à l'heure, où les héros d'hier, c'est peut-être pas les héros de demain, et tu vois que tous les personnages comme Thrall et compagnie sont petit à petit, je veux dire, délaissés de côté, de temps en temps ils font un comeback, mais on se concentre plutôt sur des nouveaux persos. Ce qui Voilà, est un mais énorme problème d'ailleurs sur World of Warcraft. Hein, c'est mais difficile bon. de donner à des nouveaux personnages, on va dire, les lettres de noblesse des légendes qui ont 20 ans d'histoire derrière, quoi. Donc, mais il faut faire aussi avancer l'histoire, et c'est peut-être aussi bah, l'une des premières briques. Atreus, c'est peut-être l'une des premières briques pour une évolution future de la licence, donc à voir un petit peu ce que ça peut donner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 ils auraient. Oui, alors encore une fois, je pense qu'ils peuvent développer quelque chose sur Atreus, vraiment. Ouais. Et ça serait bien. Moi, je serais le premier à acheter le jeu, la collector, à jouer la totale, tu vois. Bah ouais, ouais. Mais pour le coup,
Encore une fois, je pense vraiment qu'un God of War sans Kratos, c'est contre-productif. Oui, Vraiment. voilà, mais parce qu'aujourd'hui, je pense, en me faisant un peu l'avocat du diable, que c'est trop tôt. Et le personnage d'Atreus est Oui. trop frais, il est trop jeune, il a même pas 10 ans. En fait, je pense que pour que Atreus prenne la suite, faudrait que le personnage soit aussi impactant que Kratos, ce qui est impossible, hein, objectivement. Ouais. Et il faudrait que Kratos ne soit plus et il y ait une fin, soit une mort, soit une retraite. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est pas possible. Voilà. Je pense que Santa Ça, mais Monica, ils le savent, ils en ont conscience. Tu peux pas dire demain, oh, au fait, nouveau God of War, mais il y a pas Kratos. Les gens, ils vont pas acheter. Ils vont pas jouer, en fait. ouais, je comprends. Enfin, ça aura pas l'effet escompté. Tu vois. Ah, mais je comprends, quoi. C'est comme tu fais un Final Fantasy VII, mais t'as pas Cloud, donc c'est un peu Bah bizarre. voilà, c'est tu fais World of Warcraft, t'as Patral, Sargeras et compagnie. Ouais, c'est ça. Et on l'a vu, hein, pour le peu d'extensions qu'ils ont fait sans ça, bah ça n'a pas vraiment marché, quoi. Donc, Ouais, mais c'est ça. tu vois. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais évoquer te concernant, des moments marquants que tu as vécu sur le jeu en particulier, alors peut-être pas des scènes parce que du coup ça va nous faire spoiler, quelque chose que tu aimerais transmettre, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais pour donner envie à l'audience de se jeter par exemple sur le jeu? Alors déjà, faut savoir une chose, c'est que ce jeu, il faut pas forcément une PlayStation pour y jouer, hein. Ouais, Je précise que je ne fais pas la promo du jeu, je ne suis pas en OP par Sony pour en parler, hein. Mais le jeu est disponible sur PC, voilà. Le God of War 2018, il est sur Steam si vous voulez, donc il est accessible à un prix tout à fait raisonnable. OK. Déjà, si ça peut vous donner envie pour les PCistes, parce qu'on est essentiellement. Alors, je sais pas si on est une audience PC, mais je pense que le PC Master Race est important dans le jeu vidéo aujourd'hui quand même. Oui, quand même, ouais. Non, mais en fait, voilà, si vous aimez une histoire un petit peu mythologique, que vous aimez tout ce qui est univers un petit peu viking, nordique et tout, et que vous voulez voir un jeu vraiment touchant, et aussi les musiques, faut en parler. C'est Bear McCreary qui a fait la musique, Ouais. donc celui qui fait les musiques de la série Seigneur des Anneaux, etc., et qui a fait aussi plein d'autres choses. Ouais. Donc c'est un mec hyper talentueux, et la musique est vraiment impressionnante d'immersion dans le jeu. T'as vraiment un ressenti de fiction vraiment incroyable, comme le Seigneur des Anneaux ou autre, au niveau de la musique. T'as vraiment un ressenti de j'ai envie de mettre le son plus fort, j'ai envie de. Quand tu démarres un fight et que t'as un combat Ouais. qui démarre, par exemple, il y a un combat, c'est marrant que tu demandes mes anecdotes sur le jeu, il y a un combat à un moment entre les deux fils de Thor, entre Magni et Maudit, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. quand ils vont récupérer le burin de Tamur, tu sais, pour faire Ouais, effectivement. une forge, etc. Et en fait, un moment, ce combat est impressionnant au niveau de la musique. Je sais pas si tu as la séquence en tête, mais moi je l'ai. Ouais. Et c'est incroyable le ressenti entre le combat, la musique, les paroles de Kratos, les paroles de Atreus qui se fait littéralement taunt sur le fait que c'est un faible, etc. Tu sais, les enfants de Thor, ils sont comme Thor lui-même, Ouais, bah ils sont oui. très vicieux. Donc, tu sais, ils vont taunt sur le physique, ils vont dire que c'est un gringalet, qu'il est laid, qu'il est maigre, etc. Et on voit Atreus qui s'énerve et qui commence à prendre conscience qu'il a quelque chose en lui. Ouais. C'est là vraiment que l'aventure, elle démarre, tu vois. Et puis ouais, l'évolution de la relation entre les deux est folle. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, que je sors de temps en temps en live. Alors des fois, des gens se foutent de ma gueule quand je la dis, mais c'est un truc qui vraiment... En fait, c'est comme ça que ma vie est conceptualisée aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, Ouais. tu sais, tu fais souvent des erreurs et on a tendance à s'excuser, en fait, et à dire ouais, pardon, machin. Ouais. Et en fait, Kratos, il dit ne t'excuse pas, sois meilleur. Ouais, c'est vrai. Tu vois, cette phrase, je la trouve incroyable parce que tu peux la mettre sur n'importe quel domaine de la vie, en fait. C'est vrai. C'est arrête de t'excuser ou arrête d'être désolé, juste sois meilleur pour pas que ça se reproduise, en fait. Et je trouve ça, c'est con, tu vois, c'est un écrit basique, mais qu'est-ce que c'est bien. Oui, mais là, c'est ça, ça dit, ça dit tout, Voilà. parce que ça dit, ben, tu peux faire des erreurs, apprendre de tes erreurs, justement, et avance, quoi. C'est ça. Donc ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et puis bien sûr, tout le subterfuge avec le dieu qu'on combat, sans le spoiler, bien sûr. Oui. Bon, on peut Ouais. dire le nom, mais on va pas en dire plus. Ouais. C'est Baldur. Toute l'histoire avec Baldur, le fait qu'on aille dans les mondes différents de la mythologie nordique, donc tout ce qui est le monde des âmes, le monde des morts, la relation Ouais. avec Freya aussi, l'évolution. Au début, elle sait pas qui on est. On ne sait pas qui elle est non plus au début. Kratos qui veut préserver son fils et qui veut le protéger de toute divinité. C'est ça. Quand il se rend compte qu'en fait, Freya, c'est Freya, il est pas content. Tu vois, il y a vraiment toutes ces choses-là. Et c'est hyper intéressant. Et on voit un Kratos, vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est Kratos qui s'adoucit. Ouais. Qui reste extrêmement puissant et extrêmement fort en rageux spartiate, mais qui s'adoucit et qui apprend, en fait, à devenir un père qui Ouais. éduque son fils, quoi. Parce que c'est pas lui, il s'occupait pas de son fils quand il y avait Faye.
Et il a fallu que la maman meure et qu'elle lui donne une mission. Et puis ouais, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment, sans spoil bien sûr, à la fin du jeu, en fait, on se rend compte que cette mission, elle avait un but, pas seulement de disperser des cendres quelque part. C'est ça qu'il a. Le but de cette mission, c'était faire évoluer une relation entre un père et son fils, faire grandir les deux, parce que ça, on le ressent vraiment. Oui. Montrer une symbiose et une alchimie entre les deux qui n'existait pas au début. On passe par tout type de conflit, en fait, dans ce jeu. Que ce soit au début, au milieu, à la fin, il y a toujours un retournement, il y a toujours une engueulade, un pardon, une compréhension, etc. Ouais. Et en fait, ben, c'est n'importe quel être humain en relation dans la vie, quoi. Tu vois, que ce soit avec ta femme, ton enfant ou autre, etc. C'est ça. Et ce jeu, il te fait vraiment vivre ça, il te fait comprendre ça. Et c'est génial. Oui, de toute façon, c'est un jeu qui aborde de manière très forte la notion de transmission et la notion de rapprochement entre un père et son fils. Ça, c'est évident. Exactement, exactement. C'était un chouette moment passé autour de tes moments, de tes ressentis autour de God of War 2018 et Ragnarok principalement. Est-ce que tu peux maintenant te présenter pour l'audience qui ne te connaîtrait pas? Ouais, bah écoutez, moi je m'appelle Maxime, de prénom. Ok. Donc Zoltan sur la toile, on va dire ça comme ça. Ouais. En fait, je me suis lancé dans le streaming en 2014. Enfin, fin 2013 en réalité. Donc ça fait un petit Ok. moment maintenant. Je suis un peu un ancien, un vieux de la vieille dans ce domaine-là. Ouais. Au début, alors pour la petite anecdote, je bossais chez Bouygues en fait. J'ai bossé chez Bouygues pendant 1 an. J'étais en service informatique et tout, et je me suis rendu compte très vite que c'est pas que c'était pas fait pour moi, mais je me voyais pas travailler là-dedans Ouais. pendant 40 ans derrière un bureau et passer à côté de ma vie en fait. Ouais, je comprends. Et donc du coup, j'ai pris d'énormes risques, j'ai démissionné et je me suis lancé à l'âge de 21-22 ans en auto-entreprise, en entrepreneur quoi. Ouais. J'ai créé ma boîte et je me suis dit bon, à partir de maintenant, je vais essayer de faire rigoler les gens, de transmettre ma passion du jeu vidéo, de partager des bons moments autour du jeu vidéo et notamment de World of Warcraft. Ouais. Et j'ai commencé à streamer donc en 2014. Mes tout premiers lives, même, c'était fin 2013 sur une plateforme qui s'appelait Dailymotion. Je pense que tout le monde a Ah connu. ouais. Et dis-toi que le petit clin d'œil à eux, le site qui m'a donné cette chance-là, c'est Jujipe. Ah ouais. C'est Jujipe avait justement une Dailymotion TV avec le chat qui était IRC à ce moment-là. Ça va peut-être vous parler C'est pour les vrai. anciens. Oh là. Et j'ai commencé comme ça, et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à monter. Les gens commençaient à apprécier ou à détester, parce que tu sais, on est aimé et pas aimé dans ce métier. Hein, voilà, bah. on a des gens qui nous aiment, on a des gens qui nous hate, etc. Bah, c'est la vie, hein, chacun a son lot de gens comme ça. Et puis en 2016, j'ai eu la chance et l'honneur en fait d'être recruté par Millennium à ce moment-là. Et c'était pas le Millennium de Marseille, c'était le Millennium de Webedia. Donc grosse évolution. Donc j'ai côtoyé toute la Millennium TV Hearthstone avec Torque, Marmotte, Demian, à qui je passe une dédicace, et tous ces gens-là. Maverick aussi. Ouais. On a fait la Millennium TV World of Warcraft sur laquelle je suis resté pendant plusieurs mois. Ça a très très bien marché. Après, il y a eu tous les soucis qui vont avec, de jalousie, parce que tu commences à générer de l'argent, machin. Oui, bah ça. Donc je me suis détaché de ça au bout d'un moment. Je suis parti sur une chaîne perso qui a été créée en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la chaîne actuelle. Donc c'est la twitch.tv/Zoltan, pour ceux qui veulent venir un petit peu. Je fais ma pub en même temps, tu permets. C'est là pour ça, parce que de toute façon, j'allais te demander où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Donc. Et puis juste pour finir la petite histoire, donc je rentre à Webedia en 2016 et en 2017 j'évolue, c'est-à-dire je passe chez jeuxvideo.com. Ok. Donc on fait la JVTV, donc la chaîne TV de JVTV. Ouais. Puis en 2018-2019 on fusionne avec le stream, la fameuse, qui a été une chaîne extraordinaire pour moi, dans laquelle j'ai vécu des choses fantastiques. Et on a été jusqu'à fin 2022, début 2023. Le Covid ne nous a pas fait du bien, pour être honnête, comme à beaucoup de gens. Beaucoup de monde, ouais, c'est clair. Et voilà. Et depuis 2023, je erre un peu seul en fait sur ma chaîne, dans mon coin, sans trop demander de choses à personne. Ouais. J'ai eu une expérience un petit peu personnelle qui m'a bousillé. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est des choses qui, voilà, hein, ça fait partie du métier. Tout allait bien pendant 9 ans. Et la 10e et la 11e année, ça a été la descente. Le coup de mou, quoi. Ouais, ça a été le coup de massue, la descente aux enfers. Et tu vois, petite anecdote, hein, alors j'en parle de temps en temps parce qu'on me pose la question, mais la raison de pourquoi le jeu God of War me touche énormément, entre la relation d'un père et d'un fils, et pourquoi ce jeu m'a marqué, c'est parce que justement ces dernières années, mon père en fait est passé par une maladie grave, et c'est là que j'ai ressenti, et c'est là que j'ai compris certains messages du jeu en fait. Voilà. Okay. Et moi en tant que fils, je me suis senti chanceux d'avoir un père comme j'ai. Je me suis senti profondément gâté par la vie, qu'il ait été soigné et qu'il ait été guéri de ça.
Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est pour ça que God of War me marque quand j'y rejoue. Et c'est pour ça aussi que j'y joue chaque année, parce que ça me sert un peu de thérapie psychologique, en fait. Je décompresse et ça me fait du bien. Non, mais bien sûr, on a tous besoin de jeux réconfort, de jeux doudou par moment pour C'est ça. poser, quoi. C'est ça. Et puis voilà. Et puis même, il y a des rencontres exceptionnelles. J'ai rencontré quelqu'un qui est exceptionnel pour moi et qui me fait beaucoup, beaucoup de bien depuis 2 ans aussi. Oui. Donc ça m'a aidé à traverser ces épreuves. Et tout ça pour dire que l'amour, c'est important. Oui, bah oui. La proximité avec ceux qu'on aime est important. Et il ne faut pas être égoïste. Il faut être vraiment, je pense, collectif dans sa façon de penser. Il faut être doux avec les gens. Il ne faut pas mal leur parler. Il ne faut pas être violent avec eux. Et on te le rendra, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est entièrement normal, quoi. Moi, je sais qu'au travail, c'est un de mes combats un peu quotidiens, ça. L'approche, l'empathie, l'égalité homme-femme, voilà, c'est tout autant de choses qui sont aussi importantes à mes yeux. C'est ça. De toute façon. Après, tu peux avoir des coups de moins bien, tu peux avoir des coups de sang ou quoi, Oui, bah, mais c'est important, je pense, le reste humain, quoi. c'est important de. En fait, on te le rendra toujours. Oui. Voilà. On te le rendra toujours d'une façon ou d'une autre, même si ça arrive pas tout de suite, même si tu as l'impression qu'il y a des injustices, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à être humble, en fait, ces dernières années. C'est un truc que j'avais pas, pour être honnête. J'étais quelqu'un d'assez. Enfin, je suis toujours sûr de moi, mais j'étais quelqu'un de très. Ouais. De moins ouvert au débat, disons. Tu vois, j'étais plus dans je m'écoute moi et moins les autres. À un moment, j'étais très très égoïste, je pense, là-dessus. Et je t'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à être humble. Donc Et ça, de toute façon, on a il n'y a beau. pas d'hasard dans les rencontres. Mais c'est exactement ça. Il y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et puis, ben, la vie, mine de rien, c'est une perpétuelle évolution. Enfin, tu vois, moi, j'ai 10 ans de plus que toi. Je continue d'apprendre. Je continue, entre guillemets, Oui. à gagner je level up constamment, quoi. C'est important. Et celui que j'étais il y a 15 ans, c'est pas le même que celui que je suis aujourd'hui, qui sera pas le même du mois dans 15 ans, quoi. Donc, Mais c'est super bien. Moi, je trouve ça génial. clairement, quoi. Et c'est super important d'être comme ça. Et voilà, je pense que le jeu vidéo, pour en revenir à un prisme plus large, Oui. est une thérapie pour les gens, globalement. Je pense que c'est un exutoire. Moi, le jeu vidéo, je le vois comme un exutoire à notre vie IRL et nos problèmes. Oui. Ça nous permet de passer à autre chose, de pas penser, d'être vraiment dans un univers à part. Et c'est pour ça que ce média et le jeu vidéo est exceptionnel pour moi. Après, il y a des gens qui se servent du jeu vidéo pour faire du mal et qui se servent des réseaux pour faire du mal à autrui parce que leur vie Oui, bon, est ça, après. problématique. Mais Oui. ça, c'est à eux de le régler, de le gérer. Mais juste, venez pas faire chier les autres quand les gens profitent, tu vois. Oui, Et c'est pour ça que moi, sur ma chaîne, j'essaye toujours de réunir un petit peu les gens, de faire une sorte de fraternité un peu où tout le monde se sent bien, tout le monde est le bienvenu. Un espace un peu safe place où les gens peuvent décompresser sans penser aux problèmes à côté. C'est vraiment la doctrine que j'essaye d'inculquer. Bah, écoute, c'est un joli message. Pour moi, c'est une très belle façon de penser parce qu'elle est en accord avec mes valeurs. Donc, bravo et félicitations pour ça. Continue, surtout. Merci, Et, merci. Bah, toi aussi, continue. Bah hein. ouais. C'est bien ce que tu Ouais, fais. merci, c'est gentil. Et ça me fait plaisir vraiment que tu m'invites. On fera le nécessaire pour mettre en avant. Ouais, carrément. Et puis, voilà, de toute façon, on continuera de se côtoyer puisqu'en plus, on a un truc prévu l'année prochaine. Donc, voilà. Et j'ai hâte, hein. Celui-là. Ouais. J'ai cru l'audience comprendre. qui nous j'ai cru écoute comprendre. là, je pense qu'ils vont kiffer. Vraiment. Bah, en tout cas, pour tout ce qui est de tes réseaux, justement, moi, je les mettrai dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens pourront juste cliquer sur le ou les liens qu'ils souhaitent pour venir te retrouver. Ouais, bah Twitch, Instagram, quoi, globalement. Hein. Pas, Oui, voilà. voilà. Pour tout ce qui est de ce podcast, donc vous pourrez retrouver toutes les infos sur Instagram CQTJ Podcast. Il y a le site web cqtj.fr. Il y a le Discord également de l'émission. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Blue Sky et voilà, sur la plupart des réseaux principaux. Pareil pour ce podcast, hein, vous le trouvez sur toutes les plateformes d'écoute principales de podcast. Hein, donc, de toute façon, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, c'est que vous l'avez trouvé d'une manière ou d'une autre. Bah écoute, merci pour cette émission. C'était super chouette de t'avoir à mes côtés. Est-ce que tu as un petit mot pour en terminer? Je sais pas, j'ai pas préparé de texte de fin, mais ravi d'avoir pu vous passer ce moment avec vous. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez apprécié. Ouais. J'espère vous voir me rendre visite si vous le souhaitez. On peut parler de tout et n'importe quoi, de n'importe quel sujet. C'était un plaisir en tout cas d'être avec toi et restez vous-même, je pense, c'est le plus important pour moi. Jouez pas de rôle, soyez vous-même, soyez authentique et essayez pas de ressembler à quelqu'un parce que ça se voit. Oui, ça c'est vrai. Et soyez cool avec les autres. C'est ça mon message de fin, c'est soyez cool avec les autres, même si des fois vous n'avez pas envie de l'être. Essayez de toujours être agréable et gentil avec les gens. Voilà. Eh ben, écoute, Et s'ils nous le rendent pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a 8 milliards d'êtres humains. c'est Voilà. ça. C'est ça. Merci pour ce très joli message. Je te souhaite une très bonne journée et puis une très bonne continuation
Et on se dit à très vite. Merci à toi, à très vite. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'avant-dernier épisode de la saison 5 de C'est quoi ton jeu. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?